Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Serge Géré-Lajoie. Bonne conférence. Merci Hélène. Bonjour à tous. Mon nom est Serge Gérard-Lajoie. Je suis professeur à l'Université TÉLUQ. À la base, je suis un professeur spécialisé en formation à distance et en technologie éducative. Je m'intéresse à l'enseignement supérieur et depuis un certain temps, je m'intéresse à la question de la recherche documentaire. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai proposé l'atelier pour CRIFPE-UQ. L'atelier s'intitule La recherche documentaire systématique, une clé pour l'utilisation des données probantes en éducation. Donc, c'est une proposition qui se base sur les réflexions que j'ai faites dans les dernières semaines, les derniers mois. Je ne suis pas à la base un spécialiste de recherche documentaire. Je ne suis pas non plus un spécialiste de la recherche systématique, de recherche documentaire systématique, sauf que je vais vous partager quelques réflexions, quelques processus avec lesquels j'ai travaillé dans les derniers mois, qui, je pense, pour moi, constituent les bases ou des clés pour pouvoir œuvrer comme chercheur et comme dans le domaine de l'éducation. Et avec le débat qu'il y a présentement entourant les données probantes en éducation, je pense que c'est peut-être une des clés qui est intéressante à explorer. De prime abord, je vais le dire aussi, je ne suis pas, je ne suis pas pour ou contre les données probantes en éducation. Je n'embarque pas dans ce genre de débat-là présentement. Je sais que c'est très, comment je pourrais dire, houleux comme débat et il y a des points de vue, je dirais pas extrêmes, mais il y a des gens qui sont très pour, il y a des gens qui sont très contre. Je me dis qu'il y a quand même une bonne majorité de gens qui se situent entre ces deux pôles-là et qui, dans cette perspective-là, ben, je me dis, on peut prendre du recul, réfléchir ensemble, discuter ensemble et mieux se comprendre pour éventuellement œuvrer ensemble comme chercheurs en éducation. Voilà. Donc, euh, ce que je propose pour l'atelier d'aujourd'hui, c'est faire un retour sur la notion de recherche documentaire, aborder la notion de recension des écrits ou de revue de littérature, la notion de revue de littérature systématisée, la revue systématique de la littérature, puis finalement une forme de systématisation de la recherche documentaire. Donc, c'est les 5 grands volets de l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Il y aura des moments où vous allez pouvoir avoir la parole, donc l'utilisation du clavardage va pouvoir être utile et le bloc, le module de questions-réponses. Donc, par recherche documentaire, ce qu'on entend, c'est, ben, ce que j'entends dans le fond, c'est un ensemble de méthodes, de procédures et de techniques ayant pour objet de trouver des références, des documents pertinents. Donc, toute forme de documents, que ce soit des articles, des revues, des magazines, des archives vidéo, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'il y a une méthode, une procédure, une technique qui est en arrière de ça. Puis les gens dans les bibliothèques sont beaucoup mieux spécialisés que moi pour mettre en branle ce processus de recherche-là. La recherche documentaire, elle peut être plus ou moins longue, ça c'est un facteur avec lequel on doit considérer. Elle peut être plus ou moins systématique, puis elle peut être plus ou moins scientifique. Ici, on a une forme de gradation qui nous aide à comprendre l'utilité de la recherche documentaire. Donc, je ne sais pas, moi, si vous êtes sur un forum de discussion dans un cours, on vous pose une question, c'est une question en développement. Vous pouvez répondre de ce que vous connaissez. Ça peut être basé sur votre expérience, mais ça pourrait être aussi basé sur des notions et des concepts où on vous demanderait d'aller chercher de l'information. Donc, quand c'est une question, c'est assez simple, mais plus on s'en va vers la droite, un compte rendu, un rapport, un essai, un mémoire, une dissertation, un travail de recherche, une thèse ou à la limite un projet de recherche va nécessiter aussi la mise en place d'un travail de recherche documentaire. Le délai de réalisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une question en développement, ça peut se faire en quelques minutes, quelques heures. Par contre, quand on arrive au niveau vers la droite, on s'en va vers plusieurs semaines, des fois plusieurs trimestres, par exemple, un cas de mémoire ou d'un essai ou d'une thèse. Autre élément, c'est que selon le niveau le cycle d'études, ben, la recherche documentaire va être plus approfondie, peut être exigée d'être plus approfondie, donc il peut y avoir des variations. Ça, c'est toutes des informations qui viennent du site de l'Infosphère à l'UQAM. Et il y a aussi la question les données qu'on va utiliser. Ben, on peut utiliser des données de ce qu'on appelle des sources tertiaires quand on est vers la droite, mais plus on s'en va vers des choses complexes, on est incité à travailler avec les sources primaires. Donc, éviter de citer quelqu'un que citer quelqu'un ou des choses comme ça. Donc, on va essayer de retravailler avec les documents d'origine. Donc, c'est des paramètres avec lesquels on va travailler quand on fait une recherche documentaire.
Donc, si on avait, par exemple, à répondre à une question ou réaliser un travail dans un cours, bien, on va travailler peut-être des fois avec les documents qui sont déjà suggérés dans le cours. On va chercher là-dedans, mais on pourrait aussi être appelé à chercher des articles scientifiques identifiés dans des moteurs de recherche, par exemple Google Scholar, ou dans des bases de données. Donc, ce n'est pas nécessairement une obligation. Moi, j'aurais tendance, comme professeur à l'université, d'inciter ou d'obliger les étudiants à travailler avec des bases de données pour aller chercher des textes scientifiques pour éviter de ramasser des textes comme Google Scholar ou même juste Google, c'est encore pire, mais Google Scholar recense tout sans nécessairement comment je pourrais dire, sans être critique par rapport à ce qui est recensé. Si, par exemple, quelqu'un a une proposition de texte qui a l'air d'un article scientifique qui a proposé dans plusieurs revues qui a été refusé, mais qu'il dépose, puis qui a toujours été refusé, il le dépose dans son Google Scholar ou qu'il le dépose dans son ResearchGate, ça va être recensé par Google Scholar et comme étudiant ou comme chercheur, on peut être confronté à trouver des textes qui vont nous apparaître, ah, ça a l'air intéressant, ça, mais ça a toujours été un document qui a été refusé par les revues par les pairs, donc on pourrait tomber dans le piège de le considérer. Alors que dans les bases de données, on évite un peu on évite ce problème-là. Et sur Internet, ben, pour répondre à la question ou dans un travail, on va pouvoir se servir de statistiques puis d'opinions d'experts, ce qui est intéressant. Par contre, une opinion d'expert, ça reste l'opinion d'un seul expert. Un groupe d'experts, c'est déjà mieux, mais ça ne veut pas dire que ce que la personne dit, même si elle a la meilleure crédibilité au monde, on peut avoir entièrement confiance en ça, au même titre que certaines études scientifiques. Euh, donc, pour répondre à une question, c'est quelques heures de travail ou même un travail dans le cadre d'un cours. On parle de quelques heures de travail de recherche documentaire. Par exemple, si on s'en va vers un essai, un mémoire, une thèse ou un projet de recherche, mais là, il va falloir explorer les différentes idées perçues ou des idées véhiculées. Il va falloir aller prendre une posture critique par rapport à ça. Donc, il faut aller plus loin dans la recherche documentaire. On ne peut pas juste se fier à ce qu'on trouve à gauche et à droite. Il va y avoir une nécessité d'identifier les principaux travaux scientifiques, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a été revu par des pairs, qu'est-ce qui fait l'objet de travaux de recherche. Il faut aller voir aussi s'il n'existe pas nécessairement déjà des recensions des écrits qui ont été faits sur le sujet. Si oui, ben, c'est tout à fait intéressant parce que ça nous permet d'aller voir les différentes idées perçues, véhiculées, et ainsi de suite. Ça nous permet d'aller plus loin. Et il existe peut-être même des revues systématiques de la littérature, c'est-à-dire un processus qui est systématique, qui est documenté, qui a fait qui avait des visées à aller répondre à des questions. Donc, si on tombe sur ce genre de travaux-là, ben, ça nous donne un portrait ou ça nous donne des réponses beaucoup plus fiables que ce qu'on pourrait trouver naturellement sur Internet. Et là, on parle de travail qui va durer quelques semaines ou quelques mois. Bon, ça, je l'ai déjà dit aussi. Ah, donc, voilà. Toutes les sources documentaires ne sont pas toutes équivalentes du point de vue scientifique, c'est-à-dire que elles ont tous leurs forces, leurs faiblesses. Par exemple, les actes de colloque, c'est intéressant parce que c'est des résultats de recherche récents. Donc, il n'y a peut-être pas encore de publication, il y a peut-être pas, mais le fait de voir des travaux qui sont en cours sont en pleine action, sont en pleine réalisation, bien, il y a peut-être des résultats intéressants qui peuvent amener dans la réflexion dans nos travaux. Les articles de revues scientifiques, professionnelles, vulgarisation populaire et différents types de revues, bien, ce ne sont pas toutes les revues qui sont revues par les pairs. Si on prend, je ne sais pas moi, une revue je vais dire le 7 jours, je ne sais même pas si ça existe encore, mais ce qui peut être amené là, c'est souvent très factuel, mais ce n'est pas nécessairement revu par les pairs par rapport à une revue comme Formation et profession au CRIFPE, qui est une revue qu'on qualifie de scientifique, donc qui a une révision par les pairs, donc il y a une crédibilité qui vient avec ça. Euh, des livres, c'est intéressant aussi. Des ouvrages de référence, les handbooks, entre autres. Il y a aussi des livres que les chercheurs peuvent partager. C'est un degré de spécialisation et la qualité peut être variable aussi parce qu'un livre, ça reflète habituellement l'opinion de l'auteur. Donc, son opinion, elle a un poids, elle peut avoir une crédibilité, mais elle n'est pas nécessairement, c'est peut-être pas une opinion qui est partagée par tous. Il y a des rapports et des documents qui sont faits à partir d'opinions d'experts au singulier ou au pluriel, et finalement les thèses et les mémoires qui rentrent dans ce qu'on appelle la littérature grise, donc de la littérature qui est importante à considérer, mais à prendre un petit peu comme euh, les documents d'experts, à prendre avec faire attention avant d'acheter tout ça puis de croire en tout ça. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, faire attention aux documents provenant des Internets, c'est-à-dire que ce qu'on trouve sur Internet avec les moteurs de recherche Google, Google Scholar, même Scopus,
peut ramasser des choses intéressantes, mais ça se peut que ce soit aussi ça a une apparence de crédibilité, puis une apparence c'est ça, une apparence de crédibilité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, là, ça va me permettre de répondre utiliser le module questions et réponses à ce moment-ci. On va prendre une gorgée. Il n'y a pas de questions, Serge, à ce moment-ci. C'est bon. Ah oui, on en vient d'en avoir Oui. une. Quelles sont les bonnes sources documentaires? Oui, la présentation va être partagée à la fin, il n'y a pas de souci, mais les bonnes sources documentaires, ça dépend toujours de ce qu'on cherche. Si vous cherchez des vidéos historiques, ben, les archives, l'ONF et ainsi de suite, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que ce que vous allez trouver dans des bases de données. Donc, il y a ça à considérer. Ça dépend. Et là, pour ça, le site de l'Infosphère à l'Université du Québec à Montréal propose une belle, comment ça s'appelle? Euh, ils ont des pages web qui présentent les forces et les faiblesses de chacun des types de documents. Donc, moi, ce que je vois bien en éducation, en recherche, ben, toutes les bases de données nous donnent des ressources de qualité. Ensuite de ça, on peut aller dans les actes de colloque. Il y a des bases de données spécialisées, là, je vais revenir, mais tu sais, comme ERIC, Teacher Reference, en français, il y a Cairn, il y a Érudit. Ça, c'est ceux avec lesquels moi je travaille le plus souvent. Exemple, il y a une base de données spécialisée qui s'appelle LearnTech Lib qui existe. Bon, elle fonctionne pas super bien, mais elle est spécialisée pour la technologie éducative. Donc, ça, c'est intéressant d'aller creuser là. Mais on cherche toujours des articles scientifiques. En tout cas, personnellement, je travaille toujours avec des articles scientifiques, des documents revus par des pairs. Donc, ça nous donne une crédibilité. Puis, ça a plus de crédibilité. Évidemment, c'est pas parfait, la revue par les pairs. Il existe des articles je pourrais en parler tout à l'heure, mais tu sais, exemple, j'ai en tête il y a une méta-analyse qui existe, qui a été faite sur les appareils mobiles. Je ne me souviens pas de la référence, là, je pourrais la trouver, mais cette méta-analyse-là a été faite à partir de 7 articles qui contenaient moins de 10 étudiants chacun. Fait que la méta-analyse, le calcul statistique qui est en arrière n'est pas très fiable d'une certaine façon, parce que le principe d'une méta-analyse, c'est de colliger des données et de les mettre ensemble à plusieurs données avec plusieurs dizaines, voire centaines ou milliers d'étudiants ou de participants. Mais si on a au total une méta-analyse faite avec 40 étudiants, ça n'a pas vraiment de poids, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des mauvais articles scientifiques, puis il y a des très bons textes d'opinion aussi. Par contre, le texte d'opinion, ben, ça reste que c'est une opinion. Fait que voilà, faut composer avec ça. Puis, allez voir sur le site de l'Infosphère et ce qui est toujours bon aussi, c'est de parler avec des collègues et aussi de voir avec les bibliothécaires. Voilà pour les bonnes bases de données à utiliser. Ben, j'ai parlé ERIC, Éducation Source, Teacher Reference, Érudit, Cairn. Si on s'intéresse à l'apprentissage, il y a toujours PsycInfo qui est intéressant, c'est pour la psychologie, mais vous comprendrez que l'apprentissage, ça utilise le cerveau, donc ça peut être intéressant. Si on s'intéresse à la pédagogie universitaire, il y a tout le côté PubMed, c'est-à-dire que dans le domaine de la santé, il y a des gens qui se spécialisent dans l'enseignement universitaire de la santé. Ils utilisent des principes pédagogiques, donc il y a beaucoup d'articles portant sur comment on enseigne au niveau universitaire, donc ça peut être intéressant. Voilà pour les bases de données, là, mais ça, encore là, il y en a des dizaines et des dizaines. Puis, travailler avec les bibliothécaires, c'est des ressources précieuses parce qu'il y a souvent des bibliothécaires spécialisés dans des champs d'expertise comme l'éducation et ils sont au courant de euh, quelles sont celles qui sont privilégiées. Bon, est-ce que vous conseillez toujours de commencer par la recherche documentaire lorsque nous en prenons nos études? Mais, assurément, je veux dire, il y a un travail important à faire, surtout si vous êtes pour faire un essai, un mémoire ou une thèse. Il y a un travail de recherche documentaire à mettre en place aussitôt que vous commencez à savoir sur quelle question vous allez travailler. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, je vais te faire travailler avec des cours de lecture dirigée, c'est-à-dire que quand ils commencent à finaliser leur programme, je leur dis sur quoi tu veux travailler. Et ensuite de ça, je leur dis, fais un cours de lecture dirigée. Et dans le cadre de cette lecture dirigée-là, on va faire une recherche documentaire poussée pour qu'ils soient capables de trouver, quelles sont les questions qui ont été répondues en lien avec mon sujet de recherche, puis quelles sont celles qui n'ont pas été répondues. Et là, ça devient évident de travailler sur les nouvelles questions. Donc, ça, c'est une question. Est-ce que les rapports de colloques sont considérés comme des ressources fiables?
les rapports, les actes de colloque, oui, habituellement sont revus par les pairs. Les présentations, c'est intéressant, ça peut amener des idées fraîches. Puis oui, habituellement, c'est revu par les pairs. Mais quand c'est pas revu par les pairs, faut prendre des pincettes, c'est-à-dire que on peut prendre une idée, trouver l'idée intéressante, mais en disant que cette idée-là a été évoquée par quelqu'un, on peut la citer, c'est correct, mais si on ne retrouve pas d'autres appuis pour venir appuyer cette idée-là, vous voyez, il faut faire attention avec l'effet de nouveauté d'une certaine façon. Quels indicateurs peuvent montrer qu'une revue de littérature a atteint un degré suffisamment de systématicité? Doit-on en viser l'exhaustivité, si toutefois c'est toujours possible pour être recevable? C'est intéressant comme question. Je vais revenir un peu là-dessus, mais l'idée, c'est que je ne sais pas s'il y a une façon de mesurer un degré de systématicité, sauf qu'il y a des façons de travailler qui peuvent nous aider en éducation à aller vers ça. Donc, je vais revenir tout à l'heure à cette question-là. Y a-t-il une hiérarchisation spécifique en termes de qualité des revues avec révision par les pairs? Comment s'y retrouver? Ça, je vois les questions, ça rentre. C'est correct là, à ce moment-ci. Moi, j'ai de la misère. J'ai pas trouvé de système de qualité des revues, puis il y a des systèmes de pointage qui existent, mais souvent ces systèmes-là sont un peu, je dirais pas biaisés, là, mais ils essaient de mesurer. C'est pas parce qu'une revue est populaire qu'elle est plus fiable, là. C'est ce que je voudrais dire. Fait que pour moi, même s'il y a des palmarès de revues, même si on a publié dans une revue de plus haut niveau dans le palmarès, ça peut avoir plus de crédibilité, mais il existe des mauvais travaux aussi, là. Il y a des mauvaises. Puis voilà. Fait que, pour moi, ça, je sais pas si. Je ne sais pas. Je pourrais pas. J'ai de la misère à truster ce système de mesure-là. Puis il y a comment il s'appelle, professeur à l'UQAM en sciences et technologies là, qui a fait une conférence là-dessus. Les outils de mesure, c'est toujours un peu. Les cotes de classification des revues, c'est un peu discutable comme approche, là. Quelles sont les bases de données qui sont accessibles gratuitement ou n'ont pas payé pour chaque PDF d'article à part Google Scholar? Ben, Google Scholar, ce n'est pas une base de données, c'est un moteur de recherche qui évite, qui enlève du bruit provenant de l'Internet, là, en se centrant vers des travaux académiques. Mais ce n'est pas une base de données, c'est un moteur de recherche. Google Scholar, si vous cherchez comodal, il va chercher dans tous les sites web qu'il y a le mot comodal dedans, puis il va vous les sortir. Que ce soit un article, un site web, mais il ne vous dit pas si c'est bon ou c'est pas bon, là. Ce n'est pas une base de données. Qu'est-ce qui est accessible gratuitement? Il y a, je ne sais pas, mais il y a Scopus aussi qui fonctionne bien, qui est à moitié moteur de recherche puis moitié base de données. Mais il y a beaucoup de textes qui sont disponibles là, sans devoir payer. Mais quand vous êtes inscrit dans un établissement, en tout cas au Québec, vous avez accès à un certain nombre de bases de données là, sans problème. Pourrait-on avoir dans le chat la liste des bases de données que vous avez citées? Je n'aurai pas le temps de les écrire là, mais probablement que je vais revenir plus loin. Il y a une diapo où j'en présente quelques-unes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la recension des écrits et la revue systématique de la littérature? Je vais revenir là-dessus. Je dirais que oui, de prime abord. Y a-t-il des indicateurs qu'un document est considéré comme crédible? Vous avez dit que même celui de Scopus, il nous faudrait faire attention au terme de crédibilité. Effectivement, il n'y a pas d'indicateur, là. Il n'y a pas de system proof, là. Je veux dire, comme j'ai dit, il y a des articles qui se retrouvent dans des bases de données, dans des revues scientifiques qui sont crédibles, mais que la qualité des travaux n'est pas là. Et ça arrive, il y en a qui se glissent, pour différentes raisons que je ne rentrerai pas là-dedans, mais puis il y a des très bons travaux, il y a des très mauvaises méta-analyses, il y a des très mauvaises revues systématiques, puis il y a des très bonnes études de cas, puis il y a des très bons documents techniques d'experts. Donc, il faut prendre le temps un par un à les regarder puis se poser des questions. Qui sont les auteurs? Est-ce qu'ils ont des biais potentiels? Est-ce que c'est quoi les intentions derrière ça? Et ainsi de suite. On doit se poser ces questions-là. Et encore là, le site de l'Infosphère nous donne beaucoup d'informations sur les questions à se poser pour analyser chacun des documents. Quelles sont les différences entre la recherche documentaire traditionnelle et la recherche documentaire systématique en termes d'efficacité et de résultats? Je vais revenir là-dessus un peu plus loin. Et finalement, quelles sont les bonnes bases de données concernant les technologies éducatives? Eric est toujours bon. LearnTechLib est une bonne spécialisée en technologie éducative, mais qui ne fonctionne pas bien souvent. Francophone érudit, Cairn, c'est des bonnes bases. Teacher Reference Center, c'en est une aussi. Voilà. Bon.
Wow! Beaucoup de questions. Je vais me permettre une gorgée. OK, je continue. Recension des écrits ou revue de la littérature. Il y avait une question là-dessus qui était posée tout à l'heure, c'est-à-dire euh, quand on fait une recension des écrits, puis là, je fais beaucoup, je mets une mise en garde, c'est-à-dire que les termes, il y a beaucoup de terminologie, il y a beaucoup de confusion dans les termes, puis ça, c'est un problématique qu'on a en éducation, pas juste avec les systèmes de recherche documentaire, mais on utilise beaucoup de termes similaires. Et puis, je vais vous montrer même que dans le domaine de la santé, qui font beaucoup de revues de littérature ou de revues systématisées, vous allez voir, là, leur type de revue systématisée, là, il y en a qui en ont répertorié 25. Là. Puis je ne serais pas capable de voir la différence entre les 25 juste en regardant les définitions. Des fois, ce n'est pas très, très clair. Il y a une mouvance qui se fait là-dedans. Je pense qu'en éducation, on devrait arriver à terme, dans les prochaines années, à mieux distinguer les concepts, mais prenons le temps de bien définir. Puis la clé de ça, c'est de dire, quand je parle de recension des écrits, je parle de quoi? Puis quand une revue de littérature, je parle de quoi? Ça se peut que quelqu'un d'autre utilise le même terme, mais il faut qu'il nous l'explique aussi, puis on voit les différences. Puis à partir de là, on va finir par se donner un vocabulaire commun. Donc, recension des écrits, c'est une recherche documentaire pour répondre à une question, explorer un sujet. Il y a pas de, quand on fait une recension des écrits, il n'y a pas nécessairement de méthode pour faire cette recherche documentaire-là. Il n'y a pas de normes uniformes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus normé et il n'y a pratiquement aucune explication du parcours de recherche emprunté. Donc, quelqu'un qui nous dit, j'ai fait une recension des écrits, puis euh, comment ça s'appelle? J'ai fait une recension des écrits, puis je présente ça dans mon essai, dans mon mémoire, et il nous dit, voici ce que j'ai trouvé. Bien, il faut croire que la personne a cherché comme il faut. Plus la qualité de la recherche va être faite, plus ça va avoir une forme de crédibilité, mais ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a cherché puis comment il l'a cherché. Là, j'ai donné comme exemple des recherches documentaires en boule de neige. C'est un début de méthode. Euh, oui, j'ai vu la question, mais là, on est dans la recension des écrits. On n'est pas dans la question, c'est je ne suis pas d'accord avec votre avis, une revue de la littérature doit présenter une méthodologie, effectivement, mais là, on est dans la recension des écrits, puis ça, on voit le terme qui apparaît des fois, voici la recension des écrits. Donc, quelqu'un qui ferait une recherche en boule de neige, c'est-à-dire qu'il lit un article, il trouve ça intéressant, il prend les auteurs, il va voir les auteurs, les références, va lire les auteurs qui avaient été cités, puis ensuite de ça, donc il fait des grappes comme ça. C'est un simili-méthode, mais il n'y a pas de forme systématisée. Il n'y a pas de norme dans la façon de l'appliquer. Pourquoi il a choisi d'aller lire tel auteur, puis l'autre, il ne l'a pas choisi? Il y a une sorte de biais qui arrive là. Et il n'explique pas ça non plus, la personne, dans son essai, dans son mémoire ou dans un article en disant voici comment j'ai fait pour aller chercher les documents. Donc, on est à mon avis, on est dans une recension des écrits et on a cherché, on a trouvé un certain nombre de choses. Ça peut être utile dans certains travaux, mais dans un essai peut-être, mais dans un mémoire, dans une thèse, pour moi, ça ne serait pas suffisant. Si on parle de revue de littérature systématisée, c'est-à-dire que la définition de Fink, c'est-à-dire qu'on a une approche méthodique, claire, duplicable, qui vise à identifier, juger et condenser l'ensemble des travaux réalisés et publiés par des chercheurs, académiciens et professionnels. Donc, quand on rentre la systématisation là-dedans, dans une revue de la littérature systématique, ça veut dire qu'on utilise une approche, on déclare cette approche-là et il faut que ce soit duplicable. Il faut qu'on soit capable, quelqu'un prendrait exactement la même méthode, devrait arriver au même résultat ou à peu près. Évidemment, si vous faites une requête, je donne un exemple dans une base de données. Moi, je suis à l'Université TÉLUQ. Les abonnements de l'Université TÉLUQ aux revues n'est pas le même qu'à l'Université de Montréal. Donc, si je fais la requête, ça se peut que ma requête me donne, je ne sais pas moi, 103 références. Mais si je le fais à l'Université de Montréal, s'il est abonné à plus de revues, ça se peut que sa requête lui en donne 112. Il y a des petits jeux qui existent, mais c'est pas grave si on fait la même requête, on arrive à une forme à répliquer, puis ces requêtes-là, elles doivent être accessibles, ça doit être clair et ça doit être, comme j'ai dit, appuyé sur une méthode. Je vais revenir là-dessus. Effectivement, il y a un commentaire, on doit indiquer les bases de données qu'on utilise. Tout à fait. Vous allez voir aussi vers où on va avec ça. Donc, c'est l'aspect méthode clair et duplicabilité qui est importante quand on veut systématiser la revue de la recherche documentaire. Et là, on va parler de revue de littérature systématisée. Euh, donc, il y a comme deux aspects dans ce que je dis. Puis je ne sais pas si c'est clair comme ça. Il y a la recherche documentaire, c'est une étape. C'est une étape importante. Puis si on la rend systématique, si on la systématise,
avec des méthodes, puis on travaille dans ce sens-là, là, on va être capable de couvrir, de faire un travail de revue, de recherche documentaire de qualité. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, on va tomber dans l'autre partie qui est ce qu'on appelle la revue. Moi, j'appelle ça la revue. Et là, ça, c'est très, je dirais pas c'est très discutable, mais en éducation, ce que je perçois, c'est qu'on n'est pas nécessairement rendu là dans la façon de faire. C'est-à-dire que là, il y a toutes sortes de typologies de revues, là, et ils avaient peut-être déjà vu revue rapide, revue qualitative, revue de méthode mixte, excusez, c'est spécifique, méta-analyse, méga-analyse, revue critique. C'est toutes des terminologies qu'on voit apparaître dans la littérature quand on trouve des articles. Puis il y en a même d'autres qui vont parler de ben, j'ai fait une revue de littérature, des revues narratives, j'ai fait une recension des écrits, j'ai une recension de la littérature, j'ai fait un survol des connaissances. Il y a plein de terminologies c'est pas nécessairement clair lequel est systématique puis lequel ne l'est pas. La systématisation, on peut la mettre dans la recherche documentaire. Ça, c'est relativement facile à faire. Par contre, dans la revue, qu'est-ce qu'on produit ensuite de ça? Là, il y a beaucoup de possibilités et les façons de systématiser ça, je ne dirais pas que c'est discutable, mais il y a comme il y a une maturité qu'on n'a peut-être pas encore chez nous, mais qu'ils ont, exemple, dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que ils travaillent de cette façon-là, mais peut-être qu'ils l'ont peut-être même trop d'une certaine façon, puis je vais revenir là-dessus. Donc, il y a vraiment deux étapes, puis je pense que si on peut se concentrer sur la recherche documentaire de qualité systématisée, on va être capable ensuite de ça d'avoir les documents pour être capable de faire les autres types de revues, puis on pourra se donner nos terminologies ou travailler dans notre domaine. Voilà. Donc, je vous donnais un exemple des types de revues. Là, ça, c'est Sutton et Hall, là, dans le domaine de la santé. Vous voyez la liste, là, comment ils ont leur typologie de revues. Là. Il y en a qui en ont 9, il y en a qui en ont 22. Kastner en a 25, Tricot en a 25. Pour eux, là, il y a 25 types de revues systématisées possibles. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, puis il n'y a pas toujours des grandes différences. Mais tout ça s'appuie sur une recherche documentaire systématisée, systématique aussi. Bon. Est-ce que je fais une synthèse ou une recherche? Bien, il y a une petite façon qui est intéressante de s'y retrouver, c'est-à-dire que si je fais une revue de littérature, c'est peut-être la première étape que je peux faire avant de faire une recherche primaire ou je peux faire je peux faire des publications revues par les pairs. Ça peut être souvent un premier jalon à faire de faire une revue de littérature systématisée. Ensuite de ça, il y a des gens qui. Une revue de littérature. C'est-à-dire qu'on cherche comme il faut, on fait une recherche documentaire, puis on peut dire je vais faire une revue de littérature. Mais ensuite de ça, pour faire une deuxième étape, ce serait de systématiser la revue de la littérature et donc appliquer un protocole d'analyse à tous les documents qu'on a trouvés. Puis, ben là, on est peut-être rendu dans un deuxième niveau, une recherche secondaire. Donc, autrement dit, on peut faire un travail de recherche de très bonne qualité en faisant juste une revue de littérature. Puis le processus de recherche documentaire peut être systématisé d'une certaine façon. Mais avant de dire j'ai fait une revue de littérature systématisée, ça veut dire que j'ai appliqué aussi une procédure de traitement de tous les documents issus de la recherche documentaire. Je ne sais pas si vous voyez la distinction entre les deux, là, mais ça, c'est comme c'est deux travails de recherche, là. Fait que souvent, on peut commencer par un premier niveau, puis ensuite de ça, aller à un deuxième niveau. Et là, comme je dis, dans la revue de littérature systématisée, on cherche à réduire les biais. On veut que ce soit transparent, que ce soit reproductible, que ce soit systématique. Puis il y a des critères qui viennent avec ça aussi, là. Puis il y a des processus avec ça. Puis, par exemple, l'analyse des textes se fait en interjuge. À la fois, puis il faut qu'on travaille sur les biais. Même chaque lecture de texte est en interjuge. Il y a plein de checkpoints de validité comme ça. On travaille sous une équipe pas d'experts, mais de surveillants pour s'assurer que tout le processus reste clair, transparent, et ainsi de suite. Fait que vous comprenez, il y a une logistique en arrière de ça qu'on ne voit pas nécessairement en éducation présentement. Est-ce que c'est le summum? Non. Le summum, c'est la revue systématique de la littérature. Donc, ça, c'est encore, cette revue, je vais le dire, je vais prendre la référence de Saucès et Lessard. La revue systématique de recherche consiste en un ensemble de procédures formelles pour unir tous différents types de preuves de manière à établir clairement ce que l'on sait d'une méthode et comment elle est établie. Ça, c'est comme le summum qui existe.
Ça vise à viser approche s'inscrit dans le courant de l'Evidence-Based Education, qui est une approche des pratiques des politiques éducatives qui préconise celles-ci doivent être fondées sur les données les plus probantes produites par la recherche. Et là, on a les parallèles avec le domaine de la santé. Je vais le résumer autrement, c'est-à-dire que si on cherchait à faire une revue systématique de la littérature, fait que ce n'est pas une revue de littérature systématique, mais bien une revue systématique de la littérature, c'est-à-dire qu'on va chercher toute la littérature sur une question, peu importe les orientations et les courants de recherche, et ensuite de ça, on doit systématiser aussi le traitement pour arriver à présenter les résultats, peu importe les paradigmes dans lesquels elles se suivent, puis de tenter de répondre à une question. Puis ça se peut qu'il n'y ait pas de réponse à cette question-là aussi. Il faut considérer ça aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans le domaine de la santé, là, puis c'est des organisations qui font ça. Il y a Cochrane, que vous avez peut-être déjà entendu, puis Campbell, qui est un autre. Mais dans le domaine de la santé, là, il y a l'excellent rapport de l'INES, l'Institut national, je ne me souviens plus, ESSS, mais c'est une approche qui synthétise toutes les données scientifiques, puis ça prend des années à faire. Donc, il y a des organisations qui sont mandatées de faire d'avoir des équipes de recherche pour arriver à faire ces revues systématiques de la recherche. Ils vont combiner tous les résultats, comme j'ai dit, et ils vont faire ça, ils vont éliminer tous les biais de la meilleure façon possible. Et ça va servir même à comprendre des résultats contradictoires et les amener aussi pour amener des prises de décision éventuellement. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'une revue systématique, que ça peut inclure ou pas une synthèse quantitative des résultats. Donc, ce qu'on appelle des méta-analyses ou des méga-analyses, mais une revue systématique, ça pourrait aussi de dire, OK, dans cette question-là, tout ce qu'on a comme données présentement, ce sont des études de cas contextualisées et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça et comment on peut amener les décideurs ou les gens à prendre des décisions en fonction de ces données-là. Puis, il pourrait avoir aussi des données quantitatives, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est que l'ensemble doit être considéré. Donc, si je ramène un parallèle en éducation, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais il y a M. Julien Prudhomme de l'UQTR qui a présenté un mémoire à l'automne passé, quand il y a eu au gouvernement là, pour la création de l'INES. Il présentait ça, il dit un rôle comme l'INES ou un organisme similaire, son rôle, ce n'est pas de donner des réponses, de donner des voici comment faire, c'est d'arriver de dire dans une situation X, voici une, deux, trois, quatre façons de faire pour comprendre le phénomène. Puis ensuite de ça, c'est aux décideurs locaux. Donc, un exemple, dans une école, ça peut être dans un centre de service scolaire ou ultimement un enseignant, de dire voici l'approche que je vais prendre. Est-ce mieux d'être plusieurs à faire la revue systématique pour limiter les biais? Oui, la réponse, c'est oui. C'est-à-dire que c'est justement ça, c'est que la revue systématique de littérature prévoit le travail en équipe à des moments clés pour s'assurer d'éviter les biais. Bon, vous voyez, là, je parle toujours du summum, c'est-à-dire que les caractéristiques d'une revue systématique sont les suivantes. Il travaille à partir d'un objectif spécifique ou une question précise dès le départ. Il y a des critères de sélection pour les études qui sont clairement définis. Les méthodologies sont explicites, transparentes et reproductibles. Donc, ce n'est pas juste un petit paragraphe dire nous avons travaillé à partir de 37 texte. C'est vraiment voici les requêtes qu'on a faites, voici les bases de données qu'on a faites et qu'on a consultées. Les recherches d'informations systématiques exhaustives qui tentent de repérer l'ensemble des études qui répondent aux critères de sélection, l'évaluation et la qualité des études. Donc, on prend chaque article, chaque document, puis on fait des. Excusez, on vérifie qu'ils répondent à des critères de qualité et on présente les résultats. On fait des méta-analyses si c'est nécessaire, puis on va aussi impliquer les parties prenantes, donc qui sont à considérer pour l'interprétation des résultats. Voilà. Puis ma collègue Karine Latulippe écrivait, ça vise à identifier toutes ou presque les données disponibles de façon rigoureuse pour répondre à une question précise sur un sujet donné en utilisant un ensemble d'étapes pour diminuer les risques de biais. Voilà, donc ça, c'est comme le summum. Là, voyez-vous, dans le document de l'INES, j'ai oublié de mettre la référence, mais voyez-vous, il y a tout un projet, tout un processus qui vient avec ça. Mais voyez, là, on travaille en équipe dès le départ dans l'organisation du projet.
On va travailler aussi, on va voir les conflits d'intérêts potentiels, déclarer des biais potentiels dès le départ, même si on fait partie de l'équipe. Quand c'est su déjà, ben on considère ça. Et ensuite de ça, on va interpréter les résultats à la fin. On voit une différence aussi là. Puis on va travailler avec le niveau de preuve, mais le niveau de preuve, il peut être individuel et collectif, c'est-à-dire que comment je pourrais dire ça? Je vais revenir là-dessus, mais il y a deux façons de voir le niveau de preuve, puis le niveau de preuve ne nous dit pas quoi faire. Il nous fait juste nous dire ça amène plus, ça a peut-être un peu plus de poids, ou comme certains disent, ça s'approche plus d'une vérité, mais ça peut aussi s'éloigner d'une réalité. Je vais le dire comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai parlé beaucoup. Je suis conscient que c'est ardu, c'est complexe. C'est pas toujours clair parce que c'est pas un domaine dans lequel on travaille, c'est pas des termes avec lesquels on travaille. Puis je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu des revues systématiques de la littérature en éducation? Ça va me donner le temps de prendre une gorge. Non. On a quelqu'un qui nous répond non ici, là. Deux personnes qui nous ont répondu non. Je trouve, bon, c'est correct. On a ici qui dit non, mais le domaine n'est pas comparable à la santé. Je suis tout à fait d'accord. On n'est pas dans les mêmes eaux, sauf que il y a des notions où il y a euh, il y a des éléments à considérer que je pense qu'on devrait mettre en place, personnellement, dans le domaine de l'éducation pour nous aider. Surtout pour éliminer les fausses bonnes idées. On est bon des fois au nom de l'innovation en éducation de toujours essayer de faire quelque chose de différent, mais ça a peut-être déjà été essayé. Si ça a déjà été essayé, il faut le savoir, puis il faut voir c'était quoi les limites de ça. Fait que moi, je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on peut s'appuyer sur un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire de ne plus essayer de faire des choses différentes, absolument pas, mais ça veut peut-être dire que faut le faire autrement, puis le mesurer, puis commencer à l'évaluer aussi, au lieu de dire, ah, j'essaie quelque chose, j'essaie quelque chose, j'essaie quelque chose. Donc, le fait de travailler avec des revues systématiques permet de travailler dans ce sens-là. Il y a des choses qui sont un peu des évidences, mais encore là, on le voit encore. Je vais donner un exemple. Quand on entend encore parler de gens ou de gens qui. On le voit dans les écoles, on le voit aussi dans le discours populaire, mais on le voit aussi des fois chez des chercheurs aussi, de dire, bon, on va travailler avec des styles d'apprentissage. Puis on va commencer à faire de la différenciation avec des styles d'apprentissage. Mais tu sais, quand ça fait, je sais pas moi, ça fait 30 ans que les études montrent que ça ne fonctionne pas, ben, on peut passer à autre chose, là, tu sais. Euh, on pose la question, est-ce que ça inclut les méta-analyses? Il existe des méta-analyses, oui, j'en ai déjà vu en éducation, mais est-ce que ces méta-analyses-là ont le processus rigoureux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a qui s'approchent de ça, là. Mais de dire qu'on a fait une revue, qu'on a fait toutes les bases de données, parce qu'une revue systématique de littérature, c'est ça, là. Ça veut dire qu'on a fait toutes les bases de données, on a fait tous les articles, on a tout sorti, puis on a tout compilé ça de façon rigoureuse. Voilà. Quelqu'un disait, j'en ai vu dans le domaine de la santé avec Cochrane, ça en est avec Campbell aussi. Euh, Papy Sauvé sur la rétention dans le supérieur. Je connais Katia Papy puis Louise Sauvé, mais je ne me souviens pas de quoi. Ça se peut qu'il y en ait un fait. Mais voilà. Pouvez-vous nous donner des exemples? J'en ai pas de revue systématique de la littérature actuellement en exemple. Il y en a qui s'approchent de ça, assurément. Il y en a qui s'approchent là, du standard gold de la santé, là, je vais dire, là, mais il y en a qui s'approchent de ça, puis c'est très bien, là, puis il faut continuer à travailler de cette façon-là. Mais est-ce qu'on est capable de faire ça dans tout, dans les essais, dans les mémoires, dans les thèses, dans les projets de recherche? Je ne sais pas. Ça, c'est une question que moi, que je me pose. Bon, Judith Quentin dit, ah, je vous conseille d'aller lire la thèse de Dylan Dachet, Université de Liège, défendue il y a 2 semaines. C'est assez récent, qui fait une recension de toutes les revues systématiques dans le domaine de l'éducation, qui a critiqué. Bon, voilà.
Effectivement, je ne suis pas surpris de savoir que la qualité scientifique de certaines revues systématiques en éducation, ou ne serait-ce que les termes qu'on utilise, des fois, on dit j'ai fait une revue systématique de la littérature, mais c'est absolument, ça s'approche même pas de ça. C'est-à-dire que c'est peut-être juste une revue de la littérature ou on a une revue de littérature systématisée qu'on a fait, mais on n'a pas été chercher, on n'a pas eu l'idéal, on n'a peut-être pas atteint l'idéal de la revue systématique de la littérature. Bon, je suis bien d'accord, on devrait baser davantage sur des revues plus systématiques. J'abonde dans le bon sens, puis je vais vous montrer, mais c'est peut-être pas applicable dans toutes les situations, mais je vais avancer dans ce sens-là. Comment, selon vous, les résultats d'une recherche documentaire systématique en éducation peuvent être utilisés pour informer les pratiques pédagogiques et les politiques éducatives dans un contexte plus ou moins hétérogène? Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant comme, c'est-à-dire que le fait de travailler avec une revue de littérature systématisée nous permet d'avoir une recherche documentaire solide. Et là, selon le type de revue qu'on peut faire, on peut aller chercher, il y a des revues qui sont moins longues que d'autres, on peut aller chercher des informations pertinentes, mais le fait de couvrir toute la recherche documentaire nous permet d'avoir plusieurs types de données qui peuvent aider les gens à prendre des décisions. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout un travail qui doit être fait, puis ça, je m'inclus là-dedans, par les chercheurs, de traduire. À partir du moment qu'on commencerait à avoir des revues de littérature systématisées ou des revues systématiques de la littérature, si un jour on en a, qui sont solides, là, il y a tout un travail de vulgarisation pour descendre ça auprès des directions d'école, des centres de services scolaires, auprès des niveaux politiques, au niveau des enseignants, pour qu'ils puissent agir de façon, je ne dirais pas intelligente, mais mieux appuyée sur les données de recherche. Et ça, les chercheurs, on a un travail de vulgarisation important à faire. Et il y a tout un domaine à explorer sur comment on peut vulgariser tout ça. Comment on peut vulgariser par exemple, il y a des revues, des données ou des informations qui sont contradictoires. Mais il faut les présenter les deux, là. Il faut présenter les deux. Il ne faut pas dire, ah, moi, je préfère celle-là, je vais présenter celle-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a un travail de ce côté-là qui doit se faire. Comment maintenir la transparence et la traçabilité tout au long du processus d'une revue systématique de la littérature? Je vais revenir sur cette question-là un peu plus tard. Marie-Noël Betty a expliqué son protocole de recensement et d'analyse documentaire est systématisé. On s'approche, oui, ça l'a explicité, puis elle l'a rendu disponible et c'est transparent, ça peut être réplicable. On s'approche d'une systématisation. Jean-François Durnin a partagé un lien, je n'aurai pas le temps d'aller le voir. Pourquoi l'utilisation des données probantes est controversée en éducation? Ah, je n'entrerai pas dans ce débat-là, mais c'est peut-être parce qu'on ne comprend pas nécessairement tout le monde ce que c'est que des données probantes, puis comment on peut les considérer, mais je vais revenir tout à l'heure peut-être avec une clé là-dedans. Peut-on vraiment penser qu'on a fouillé toutes les bases de données crédibles, considérant qu'il peut y en avoir dans plusieurs langues? Effectivement, c'est un enjeu au niveau international, donc c'est une des raisons peut-être qu'on n'est pas capable de faire des revues systématiques de la littérature, mais si on peut travailler à plus petite échelle en travaillant au niveau, mettons, français et anglais. Pour nous, au Québec, ça peut déjà être un bon bagage, mais c'est une réalité aussi avec laquelle on doit composer. Et quand ils font ça, des revues systématiques de la littérature avec les organisations en santé, là, comme Cochrane et Campbell, bien, ils vont travailler dans différentes langues aussi, là. Ils vont avoir des membres de l'équipe qui vont venir de différentes langues pour tout mettre ça ensemble. Mais là, si je prends un exemple de revue systématique de littérature à Cochrane, ça dure des années, là. Ça peut durer 2, 3 ans, là, faire leur processus, là, avec une grosse équipe, là. On n'est pas dans un essai ou dans un mémoire, dans une thèse, là. Est-ce qu'il y a des logiciels qui facilitent la collecte, la synthèse des articles afin d'avoir une base de données? Oui, il en existe. Je ne les connais pas, mais exemple, Cochrane ont leur système, EPI ont leur système. Je présume que Campbell en a aussi, mais je n'ai pas vu une façon très, très opérationnalisée, très facile à faire, là. Mais il y a des façons de travailler, je vais vous en montrer tout à l'heure. Ça va vite, là. On peut effacer les principaux modèles de changement conceptuel d'enseignement des sciences au primaire, état de la question à l'université. Bon, voilà, on a une référence ici. Voilà, OK. Fait que là, je vous amène, ouais, oui, oui, le texte de Madame Sacré, je ne sais pas si c'est Madame ou Monsieur Sacré, là, de 2021. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Fait que ce que je vais continuer après, c'est que je voudrais vous dire, il faut faire attention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine confusion qui existe dans la terminologie et dans l'utilisation de cette terminologie-là. Donc, si vous trouvez un article qui dit revue de la littérature systématique ou revue systématique de la littérature dans le domaine de l'éducation, ça se peut que ça en soit une, puis tant mieux, mais ça se peut aussi que le terme est utilisé, mais on n'est peut-être pas capable d'avoir le caractère de transparence
de reproductibilité et on n'a peut-être pas toutes les informations nécessaires et peut-être que même que le processus n'a pas fait une recherche documentaire systématisée qui couvre l'entièreté pour dire elle est systématique, cette revue de littérature, vous comprenez? C'est là-dedans qu'il va falloir apprendre à se parler, apprendre à définir ce qu'on fait, puis à déclarer ce qu'on fait, à mon avis. Voilà. Bon, les questions. Euh, bon, quelques observations. Euh, Globalement, là, moi, quand je regarde ça depuis un certain nombre de mois, ce que je constate, c'est qu'en éducation, on fait beaucoup de revues de littérature. On les appelle des fois avec d'autres noms, là, mais on fait des revues de littérature qui réfèrent à une synthèse d'assez large envergure, à une méthodologie non standardisée. Les stratégies de recherche, l'exhaustivité, la période couverte varient, ne suit pas nécessairement un protocole défini. Je ne dis pas que toutes les revues de littérature sont comme ça, mais ce qu'on fait, on fait beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on cherche les choses, on trouve des choses, puis on fait état de ce qu'on a trouvé par rapport à une question X, Y, Z. Mais est-ce que ces stratégies de recherche-là sont exhaustives, suivent un protocole? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Mais ça, c'est une observation que je fais. Le mot systématique est souvent utilisé. Systématique est souvent utilisé pour désigner une recherche documentaire, qu'elle soit une revue de littérature ou autre, pour dire qu'elle est rigoureuse, structurée, organisée, méthodique. Même si on n'a pas cherché à réduire les biais, les processus n'est pas nécessairement transparent et reproductible, donc ce n'est pas réellement systématique. Donc, ça, c'est ce que j'observe. Bon, le terme systématique là, est utilisé en voulant dire j'ai fait un travail rigoureux. Il peut être très rigoureux, mais s'il ne suit pas, comme j'ai dit, une méthode et un processus qui est documenté, elle n'est pas réellement systématique. Elle tend à, mais elle ne l'est pas. En éducation, faisons peu de revues de littérature systématisée. On l'a vu tantôt, les gens n'en ont pas nécessairement trouvé beaucoup. En éducation, il est difficile pour les chercheurs de déterminer le ou les types de revues de littérature systématisées avant même d'amorcer le projet de recherche, étant donné que nous n'avons pratiquement aucune idée de ce qui existe comme données disponibles dans les publications. Ça, c'est une autre chose que je constate. C'est-à-dire que, comme chercheur, je peux pas, même si je connais mon domaine assez bien, je ne peux pas dire je vais avoir faire une méta-analyse sur les pratiques d'encadrement en formation à distance. Même si je fais une demande de subvention dans ce sens-là, même si elle est acceptée, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais faire une recherche documentaire rigoureuse, puis je ne trouverai probablement pas de données quantitatives qui vont me permettre de faire une méta-analyse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas on n'a pas nécessairement la faculté ou on ne sait pas nécessairement ce qui existe dans l'ensemble des documents pour être capable de dire, là, je suis capable de faire une méta-analyse, là, je vais être capable d'aller faire une analyse narrative, une comment ça s'appelle? L'agrégation d'études de cas. Je vais aller faire, je ne sais pas moi, une revue mixte de la littérature. C'est difficile de le faire parce qu'on n'a pas cette culture-là. On ne sait pas. Si, mettons, je tombe sur un article et il nous dit c'est une revue systématique de la littérature, puis j'ai lu ça, ah, c'est intéressant. OK, parfait. Ah, mais ils n'ont pas étudié cette question-là. Ben là, moi, je pourrais partir de ça puis aller faire une autre étape, un autre volet de la recherche. On n'a pas cette culture-là encore. J'espère qu'on va l'avoir, puis je pense que c'est en formant tous les chercheurs et tous les futurs chercheurs qu'on va y arriver aussi. Voilà. Fait que ça, bon, c'est une observation que moi je fais. Non, je vais continuer. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais me prendre une gorgée. J'espère que je ne vous ennuie pas. J'espère que ça fonctionne bien. Mais là, voici ma modeste contribution en sachant très bien que j'ai plongé là-dedans dans les derniers mois, dans les dernières années, je dirais. Ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est une façon de travailler avec lesquelles on peut, si on travaille de cette façon-là, on va tendre à s'améliorer collectivement. Je vais le dire ça comme ça. Est-ce que demain matin, on doit faire des revues systématiques de la littérature? Peut-être. Mais est-ce qu'on peut tendre vers une forme de systématisation, une forme de transparence? Moi, je pense que oui. Puis en travaillant de cette façon-là, on va éviter plusieurs choses. Euh, donc, en travaillant de cette façon-là, on va faire évoluer notre domaine qui est l'éducation au sens large. On va éviter de refaire ce qui a déjà été fait, que ce soit bon ou mauvais. Il y a des bonnes choses puis il y a des mauvaises choses qui ont été faites, mais faut savoir qu'elles ont eu lieu. Donc, il faut travailler de cette façon-là. Et là, on va peut-être pouvoir enfin parler d'innovation pour vrai. Euh,
Là, il y a une question qui était, pourquoi, selon nous, en éducation, passons-nous autant de temps à effectuer une revue de littérature? Ben, parce que c'est essentiel. Parce qu'il n'y en a pas vraiment de revues de littérature qui sont publiées, qu'on peut dire, je m'appuie là-dessus. Des fois, on le fait, puis c'est correct, mais si on était sur des revues systématiques, ça serait encore mieux, tu sais. Bon, fait que si on veut faire évoluer notre domaine, si on veut éviter de faire ce qui a déjà été fait, réinventer la roue, comme on dit des fois, ben, on peut travailler d'une certaine façon. Euh, Moi, je vois ça comme ça. Si vous voyez en bas à gauche les questions en développement, jusqu'en haut, où on a des essais, des mémoires, des thèses, des projets de recherche, ben, le niveau de complexité augmente en s'en allant à droite, puis le niveau de systématisation nécessaire, je dirais, augmente aussi en montant. Personnellement, quand moi je travaille avec des étudiants, dans leur essai, dans leur mémoire, je vais travailler beaucoup à développer la recherche documentaire avec en s'appuyant sur une méthode, notamment EPI, pour aller chercher la littérature. On fera peut-être, mettons pour un essai, on va peut-être prendre juste une ou deux bases de données, mais pour un mémoire ou si on s'en va vers une thèse, ben là, on va augmenter le nombre de bases de données pour aller systématiser, toujours avec un processus systématisé, pour s'assurer que l'étudiant qui fait une thèse, mais il a vraiment fait le tour de son sujet, puis il a vraiment tente de répondre à une question pour laquelle il n'y a pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est comme pour moi, un essentiel à faire. Bon, évidemment, dans un travail, dans un cours, dans un devoir, une question en développement, on n'a peut-être pas besoin de systématiser notre travail de recherche documentaire. Et quand on est dans une thèse puis dans un projet de recherche, pour moi, on doit chercher à réduire les biais. Ça doit se faire dans toute transparence puis que ça doit être reproductible. Je vais le dire ça comme ça. Ouais, j'ai la fenêtre de chat. OK, parfait. Euh, Si ça, je dirais, c'est ma méthode maison, là, mais si je suis parti de l'INES, puis il y a comme quatre phases là-dedans. C'est-à-dire que l'amorce du projet, on doit travailler avec une équipe de travail, c'est-à-dire que ça peut être un professeur, ça peut être un ensemble d'étudiants. On doit se faire un échéancier, choisir une méthodologie, développer des questions. Je vais revenir là-dessus, mais voyez-vous, il y a de l'amorce du projet, il y a une planification de travail, il y a la réalisation, puis la rédaction. Je vais revenir, là, je ne les listerai pas à ce moment-ci. Mais si on travaille dans l'amorce du projet, on va former une équipe de travail. Évidemment, si je suis un seul étudiant à faire un essai, ça va peut-être être difficile de faire un interjuge pour la sélection des textes. Dans un mémoire, ben, peut-être que mon professeur peut le faire ou je peux peut-être demander à un autre collègue de le faire ou on s'aide mutuellement, au moins faire une sélection des textes avec une forme d'interjuge. Mais quand on est rendu à une thèse, ça devient une obligation, à mon avis. Et la même chose là, pour un projet de recherche. On se fait un échéancier, on choisit une méthodologie pertinente. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la méthode EPI, qui est Evidence. Je me souviens plus c'est quoi l'acronyme, là, mais c'est un organisme, c'est une organisation qui est vouée à travailler avec des données probantes. J'aime pas le terme qu'ils utilisent, là, mais travailler avec des données scientifiques crédibles pour avancer. Et on doit développer une ou des questions de recherche. Souvent, ils vont parler de une, mais des fois, on peut travailler à plus qu'une à la fois. Et on va faire une liste préliminaire de critères d'éligibilité. Je dis préliminaire, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut se donner des critères, mais moi, je vais dire, faites attention avant des couler dans le béton, je vais dire. Donc, un exemple dans une recension que j'ai faite qui portait sur le comodal. Ben, là, je réponds à la question aussi de Léa là, qui dit est-ce que dans une thèse, on a généralement plus d'une question? Faut-il faire autant de revues? La réponse, pour moi, non. C'est-à-dire que si on a en tête nos questions, quand on va faire notre sélection de texte, on va être capable de travailler. Par exemple, pour le comodal, qui est l'enseignement, qui a une synchronisation entre l'enseignement en classe et à distance, et même des fois distance asynchrone, on avait un ensemble de questions qui étaient qu'est-ce que le comodal, parce qu'on se rendrait compte qu'il y avait beaucoup de termes utilisés, quels sont les avantages et limites du comodal, quels sont les enjeux liés au comodal, les effets sur l'apprentissage. Donc, on avait un ensemble de questions qui nous habitaient au moment de faire notre recherche documentaire. Attention ici, éviter les périodes trop courtes, c'est-à-dire que souvent on voit en éducation, ah, j'ai fait une recension des 5 dernières années. Oui. Exemple comodal, ben, ça a pris son essor, un des pionniers, c'était en 2008. Fait qu'on est remonté jusqu'à 2008, là.
Si je fais les 5 dernières années sur les notions d'encadrement à distance, par exemple, mais tous les travaux au Québec ont eu lieu au début des années 2000. Fait que je ne les verrai pas passer. Pourtant, c'est des travaux qui ont toujours leur pertinence et qui n'ont pas nécessairement eu de nouveaux travaux. Fait qu'avant de fermer la période de temps, mettez-la plus longue, puis vous verrez après peut-être pour la rapetisser. Viser les documents évalués par les pairs, ben ça, c'est déjà un critère d'éligibilité, là. Mariama nous dit en quoi consiste la méthode EPI et quelle est son importance. Mais la méthode EPI, c'est une méthodologie de recherche documentaire. Puis si on suit cette méthodologie-là, ben, ce que ça nous dit, c'est que j'ai systématisé ma recherche documentaire pour y arriver. Fait que là, ça donne une crédibilité à ce qu'on vient de faire. Puis si je la partage, toute cette recherche-là, ben, c'est encore mieux parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir la reprendre, la vérifier ou aller plus loin. Donc, voilà. Donc, pour la liste préliminaire d'éligibilité, faites attention. Planification. On va sélectionner les bases de données les plus pertinentes. On va identifier des termes à utiliser, adapter les termes selon les bases de données, formuler des requêtes, valider des requêtes par un spécialiste et vérification des revues existantes. Donc, des incontournables. Tantôt, sectionnant les bases de données pertinentes. Les incontournables en éducation, je n'ai parlé tout à l'heure, ERIC, Éducation Source, Teacher Reference Center, Cairn, Érudit. L'idéal, c'est d'aller voir avec une bibliothèque. Puis, il faut aussi être conscient que les différentes bases de données que vous allez utiliser, selon où vous êtes dans un établissement ou si vous êtes avec une équipe de quelqu'un qui est dans 2 établissements différents, bien, les bases de données, si quelqu'un fait la recherche dans ERIC, il va falloir qu'il dise que je l'ai faite avec ma connexion à l'Université TÉLUQ. Si je l'ai faite dans Learn Tech Lib, exemple en bas, bien, je l'ai faite à l'Université de Montréal parce qu'il peut y avoir des petites différences selon les abonnements dans les revues. Donc, encore là, un bibliothécaire, c'est la meilleure personne à consulter pour ça. Identification des termes à utiliser. Bon, on peut faire ça, c'est un exemple pour le comodal, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé tous les termes qu'on pensait qui seraient utiles en français et en anglais. On a travaillé avec tous ces termes-là. Et ce qu'on a fait ensuite de ça, pour arriver à trouver ces termes-là, bien, souvent, on va lire un petit peu, on va aller voir les thésaurus, il y en a souvent dans des bases de données, puis on va aller lire quelques textes. Mettons, on dit, je sais pas moi, le Comodal Teaching, je regarde les 5 premières références que dedans, je vais aller voir les mots-clés qui vont apparaître dans ces textes-là pour voir s'il n'y a pas des termes on serait passé à côté. Puis faites attention, les mots-clés dans un article, ce ne sont pas nécessairement les mots-clés qu'utilise une base de données. Je vous donne un exemple réel. J'avais une étudiante qui s'intéressait à comment on pouvait utiliser les TIC ou le numérique en Afrique. Et elle cherchait TIC, Afrique, TIC, numérique. Bon, elle cherchait tous les termes associés pour se rendre compte, il ne sortait rien. Par contre, si elle mettait le mot-clé African Studies, qui est un mot-clé imposé par la base de données, là, toutes les références sortaient. Fait qu'il y a des mots-clés qui sont déterminés par les bases de données qui sont différents des mots-clés dans les textes. Donc, ça, c'est par expérience, là. Fait que là, on prend les termes et là, ce qu'on fait après, on va construire des blocs. Moi, j'appelle ça des blocs. Je vous donne un exemple. Si je m'intéresse au comodal, prenez les blocs de termes, le comodal, bloc 1, comodal, et je m'intéresse au comodal enseignement supérieur. Donc, c'est la première ligne. Bien, je vais avoir deux. Fait que je vais chercher tous les mots qui sont en lien avec le comodal. Je vais les combiner avec une recherche booléenne, une requête booléenne avec l'enseignement supérieur. Si je m'intéresse à la deuxième ligne, plagiat, formation à distance et enseignement supérieur, fait que je pourrais avoir 3 blocs aussi. Et je vais faire je sais pas moi, enseignement explicite, formation à distance, primaire et secondaire. Donc, c'est 3 blocs de mots avec lesquels je vais construire mes blocs, mes requêtes. Mais ce qui est important de faire aussi, c'est d'aller vérifier si ces termes-là sont utilisés parce que ce n'est pas vrai que tous les termes sont payants. Je vous donne l'exemple ici dans une recension qu'on a faite, un processus de recension. Si vous preniez le terme là, academic cheating, là, il n'existe pas dans les thésaurus d'ERIC. Si TI, c'est le titre, il y a juste 27 articles qui utilisent le terme academic cheating. Dans les abstracts, il y en a 58. Mais voyez-vous, si je prends academic dishonesty, là, j'en ai 210. Bon, vous voyez, fait que là, on a fait le travail rigoureux de tester chacun des termes ou chacune des désignations dans chacune des rubriques possibles des bases de données pour se rendre compte que ce qui est le plus payant dans ce cas-là, c'est de travailler avec le mot cheating, le mot integrity, puis plagiarism. Puis
Puis on a décidé de faire notre processus, nos requêtes avec ces termes-là pour la base de données ERIC. Mais voyez-vous, éducation source, on a utilisé academic fraud, plagiarism, puis student cheating. Voyez-vous, il y a des décisions à prendre. Est-ce que c'est des bonnes décisions? Ça peut être discutable. Est-ce qu'on aurait dû faire tous les tests, les termes possibles? C'est discutable aussi. Mais là, on peut pas, on n'a pas nécessairement le temps de tout faire ça. Mais là, au moins, on a pris des décisions éclairées en disant on prend les termes qui nous apparaissent les plus payants et pertinents. Et là, on a fait nos requêtes. Bon, là, pour les requêtes, je vous dis honnêtement, faites-les valider par un spécialiste, un bibliothécaire. Parce qu'il y a peut-être des petites technicalités, il y a peut-être des petits enjeux techniques dans chacune des bases de données qui sont toutes particulières. Donc, il y a des façons de travailler qui sont différentes. Et là, on peut rouler nos requêtes. Et voyez-vous, exemple, dans cette base de données, dans la base de données ERIC, on avait 619 résultats. Et avec les critères d'inclusion, on arrivait à 491, et ainsi de suite. Donc, on va faire nos requêtes comme ça, pour voir. Bon, est-ce que 491 textes, c'est beaucoup? Je ne sais pas. Je peux pas juger de ça à ce moment-ci. Il va falloir que j'aille faire une autre étape qui va être d'aller vérifier les titres, les résumés, et ainsi de suite. Parce que c'est ça. Puis là, est-ce que j'en ai assez, j'en ai pas assez? On ne le sait pas. Est-ce que vous allez peut-être faire des allers-retours, vous allez peut-être jouer avec des périodes de temps, vous allez peut-être jouer avec un certain nombre de choses. Puis ça, on ne peut pas le savoir tant si longtemps qu'on n'a pas fait nos requêtes, puis on n'a pas commencé à faire des premiers traitements. Et une autre chose qui est intéressante à faire, c'est avant de plonger, c'est de faire un quatrième bloc, c'est d'aller vérifier s'il n'existe pas des revues, des méta-analyses, etc. Peut-être il y a des gens qui ont déjà tenté de répondre aux mêmes questions de vous, fait que ça a peut-être intérêt à aller lire ces documents-là avant d'aller plus loin. Voilà. La réalisation, on va travailler avec des documents par interjuge. On va chercher à faire deux tris. Le premier tri, ça va être de lire, vous avez en bas à gauche, ça va être de lire les titres et les résumés pour déterminer si c'est pertinent pour répondre à notre ou nos questions. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des logiciels de gestion bibliographique. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, je peux extraire tous les résultats de la base de données. Exemple, si vous voyez à droite, ça, c'est un exemple que j'ai fait sur l'engagement en formation à distance au primaire secondaire. Bien, j'ai exporté dans Kern le 20 septembre dernier, j'ai exporté les résultats de ma requête et là, je le mets dedans. Fait que ça apparaît directement dedans. Fait que j'ai toutes mes données. Ensuite de ça, ce qu'on a fait, ça c'est 4, le numéro 4. Fait que voyez-vous, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, ce sont toutes les bases de données qu'on a travaillées pour faire la recension. Ensuite de ça, je prends toutes les références, je les intègre toutes en 5. Et une fois que sont toutes intégrées, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire éliminer les doublons. Fait que là, je vais peut-être passer de, je ne sais pas moi, 1000 références à 300 quelques, juste par élimination des doublons. Ensuite de ça, on va faire un interjuge, c'est-à-dire que là, on avait deux personnes qui ont fait, ils ont pris les textes, ils ont regardé les résumés et les titres, puis ils ont dit, ben, je le retiens, je le rejette, je le retiens, je le rejette, je le retiens, je le rejette. Et une fois ça fait, on compare les deux listes des retenues pour arriver à une liste finale qui est la liste 6E. Et là, on peut commencer à aller lire de façon approfondie pour tenter de répondre à nos questions. Et là, si on se rend compte que le chiffre est astronomique, mais là, on va peut-être revenir sur nos critères d'inclusion pour faire des périodes où on pourrait peut-être dire, OK, j'élimine telle base de données pour l'instant ou peu importe. On peut faire ce travail-là. Et là, dans ce cas-ci, moi, le logiciel de gestion biographique que j'utilise Zotero, tout simplement. Et là, voyez-vous, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que de faire tout ce traitement-là, bien, voyez-vous, ça, c'est un exemple de schéma Prisma qu'on va travailler. Ça, c'était pour une recension sur le plagiat et la tricherie en formation à distance en enseignement supérieur de 2010 à 2021. On a travaillé avec 4 bases de données. On avait 727 textes initialement. On a éliminé les doublons. Il y en avait 74. On l'a fait automatiquement dans Zotero. Il en restait 650. On a fait notre interjuge. On en a éliminé 505. On a gardé 148 textes. Là, on a été chercher les textes, d'un qu'on n'a jamais été capable de retrouver. Donc, il nous en restait 147. On a lu les 147 textes, on en a éliminé 82 pour arriver à 66 documents à la fin qui nous aidaient à répondre à nos questions dans ce cas-ci. Il y a aussi une autre version qui peut avoir ce qu'on appelle des cherry picks, c'est-à-dire qu'on va choisir des textes qui viennent d'ailleurs, exemple, ce qu'on pourrait trouver sur Google Scholar, en faisant très, très attention, dire, ah, ça, c'est des textes qui n'ont pas sorti dans notre processus de recherche documentaire, puis on pense qu'ils sont absolument pertinents, donc on va les intégrer.
Et là, on va arriver à avoir un ensemble de textes ici. Fait que là, ici, on était sur le comodal en enseignement supérieur. Voyez-vous, on avait 1334 textes en haut, puis à la fin, on en a lu juste 89. Bon. OK. Là, je vais prendre quelques secondes, quelques minutes répondre aux questions. Et puis, c'est nécessaire dans une revue de littérature ou seulement dans une revue systématique? Moi, aussitôt qu'on veut systématiser notre processus de recherche documentaire, je me colle à EPI. Moi, c'est la recommandation que je ferais. À quel moment peut-on estimer que le nombre de documents examinés est adéquat pour obtenir des données probantes? Ah, ça, il n'y a pas de réponse à ça. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais trouver tant si longtemps que je n'ai pas lu les textes. Puis c'est pas, même si je dis après 10 textes, j'en ai assez, je pense que ben, ça se peut que ce soit le 11e qui nous amène des données supplémentaires qui vont faire changer la donne. Fait que quand on cherche à avoir une revue de la littérature systématisée, on veut aller lire d'une certaine manière un maximum de textes qui vont répondre à nos questions. Fait qu'il n'y a pas de critère pour dire je le garde ou je le garde, j'arrête de lire, là. Quels sont les critères utilisés lors de la phase d'élimination interjuge? Ben ça, les critères, c'est ça, il faut les déterminer d'avance. C'est-à-dire que ça peut être de dire, ça arrive des fois, exemple, dans ce cas-ci, recension systématique sur l'enseignement comodal à l'enseignement supérieur, bien, ça se peut que ça nous parle je ne sais pas moi, du comodal, ça a sorti quand même, puis mais c'était au primaire secondaire. Mais là, je ne le veux pas, c'est pas mon objet de recherche. Fait qu'on va les éliminer. Fait qu'il faut voir les cas de figure, puis il faut voir est-ce que les textes qu'on garde potentiellement nous amènent des réponses à nos questions aussi. Donc, il faut voir à ça. Fait que là, il y a un travail important à faire à ce moment-là. J'imagine que la sélection interjuge se fait sur un échantillon de texte pour valider les critères de sélection, quelle taille d'échantillon. Il y a un petit peu d'aller-retour, mais il y a de taille d'échantillon. J'en ai pas, là. Je ne suis pas capable de le dire. Moi, personnellement, c'est ça que notre problème. Je veux dire, je ne peux pas dire que je m'en vais faire une méta-analyse si je ne sais même pas s'il y a de données quantitatives, là. Il faut aller voir, il faut aller lire les titres, il faut aller voir les titres de recherche, puis après ça, on est capable de dire, ah, ben finalement, je vais arriver répondre, à produire tel type ou j'ai-tu le temps de répondre tel type de revue systématisée. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Je ne peux pas dire, je fais un pool de 10 textes ou 15 textes ou 50 textes. Puis je pense que je suis correct. Non, le but du processus, c'est d'aller chercher le maximum, faire une recherche documentaire rigoureuse pour ensuite de ça éliminer ce qui est non nécessaire en étant très au courant de ce qu'on élimine puis en le documentant aussi pour après ça de dire, bien, avec les 89 textes, l'image qu'on a là présentement, ça, on a trouvé 89 textes selon nous qui nous permettent de répondre de façon systématique à l'enseignement comodal en enseignement supérieur de 2008 à 2021. Fait qu'il faut revenir à nos questions. Connaissez-vous le logiciel Coévidence? J'en ai entendu parler, oui. Je sais qu'il y a des tentatives d'utilisation d'intelligence artificielle pour nous aider à faire ce travail-là, mais l'expérience que j'ai faite, si je me souviens bien, c'est avec Coévidence, puis c'est vraiment un désastre présentement. La langue en tant que critère d'exclusion n'est-il pas limitatif? Tout à fait, effectivement. Moi, actuellement, je travaille juste en français et en anglais. Je ne lis pas l'espagnol ni le chinois. C'est une limite. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un qui pourrait prendre le même travail, le même processus, puis dire, bien, je prends les mêmes requêtes, puis je vais les faire avec d'autres bases de données puis d'autres langues. On peut travailler comme ça. Comment reconnaître qu'une source est fiable? Ben, il faut les prendre un par un, là. Puis c'est pas nécessairement évident, là. Je veux dire, comme j'ai donné l'exemple, si on a une méta-analyse puis qu'il y a juste 40 participants au total, c'est peut-être pas une bonne idée, là. Ou quelqu'un qui nous dit, qui fait une généralisation à partir d'une étude de cas d'une personne dans un prof dans sa classe, puis il dit je généralise ça, puis tout le monde devrait faire ça, ben, c'est pas nécessairement non plus. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Puis il y a beaucoup de travail, puis c'est là que les chercheurs, les professeurs, par réflexion, discussion, si vous êtes des étudiants, ils vont pouvoir vous aider. S'il n'existe pas des revues systématiques de littérature sur le même sujet, comment peut-on trouver les lacunes de ces études afin de pouvoir. S'il existe déjà des revues? Ah, ben c'est ça. Là, ça, c'est intéressant comme question. Mais souvent, quand il existe déjà des revues de littérature sur un sujet, on peut l'apprendre, mais à la limite, si on n'est pas d'accord, ben on pourrait retraiter les mêmes textes avec lesquels on travaillait puis essayer de trouver autre chose aussi. Mais il faut revenir à la source, il faut aller lire, puis, ou dire, ben, ils ont répondu à telle question, mais il faudrait aller voir d'autres questions, puis on peut repartir du même, à la limite, on pourrait repartir du même corpus. Voilà. Puis c'est là l'intérêt de dire, si on fait ça, on fait un processus systématisé, ouvert, déclaré, mais on peut reprendre les mêmes chemins
pour essayer d'aller mieux ou de voir si c'est correct ou pas. Voilà. Je sais que c'est peut-être pas les meilleures réponses que je donne, là, mais bon. OK. Ah, là, on a systématisé la recherche documentaire. On arrive à la partie de la rédaction. Là, ça, c'est intéressant. Je ne veux pas embarquer dans le débat des données probantes. Bon, voilà. Mais ma collègue Karine Latulippe proposait un texte, un schéma qui est intéressant ici, c'est-à-dire que si on veut développer des pratiques basées sur les données probantes, euh, il faut avoir des données qui viennent de 4 types de savoirs, que ce soit des savoirs des personnes qui sont concernées, donc les savoirs, je ne sais pas, en éducation, on peut parler des élèves, des étudiants, les savoirs d'expérience des praticiens, donc c'est-à-dire les enseignants, les directions, ainsi de suite, les savoirs contextuels, donc il peut y avoir des variables, des éléments liés au contexte éducatif qui sont à considérer, puis il y a des savoirs scientifiques, donc ce qui est documenté par des travaux de chercheurs scientifiques. Tout ça, c'est l'amalgame de tous ces savoirs-là qui permet après ça de dire on peut faire des recommandations et baser les pratiques sur des données probantes. Mais ça se peut que les données probantes, il y a des domaines qui n'en ont pas, là. Ça se peut que des données probantes restent au niveau de l'expérience des étudiants et des praticiens. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas de savoir scientifique qui ont été construits là-dessus. Mais il faut juste reconnaître que c'est ça. Puis ça, je pense qu'à partir du moment où on reconnaît ça, puis quand on fait des travaux comme chercheur, on peut étudier dans ces 4 sphères-là, mais il faut juste reconnaître les limites de ce qu'on peut faire. C'est pas parce que quelqu'un a une bonne idée puis qu'il faut la généraliser, puis c'est pas parce qu'un prof a une super bonne idée qu'il faut la généraliser, puis à l'inverse aussi, ça se peut qu'il y ait des méta-analyses qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas généralisables pour différentes raisons. Fait qu'il faut travailler avec ça, il faut avoir ça en tête. Mais une fois ça dit, quand on travaille directement avec une recherche documentaire le plus systématisée possible, bien là, on obtient le fruit de ce que la littérature nous donne. Et là, on peut voir ce qu'on peut faire avec ça. Fait que dans une optique, si j'ai des données quantitatives, peut-être que je peux faire une méta-analyse. Si j'ai comment ça s'appelle? Si j'ai beaucoup de données qualitatives, si j'ai beaucoup d'études de cas, des descriptions de classes, ben, je peux peut-être faire une revue qualitative. Si je n'ai pas le temps, je peux peut-être faire une revue rapide parce qu'on me demande de prendre des décisions. Mais là, il faut juste qu'une fois on a les données devant nous qui viennent du processus de recherche documentaire le plus systématique possible, bien là, je peux décider de travailler avec différents types de revues en appliquant la méthodologie qui vient avec aussi. C'est là que c'est intéressant de travailler comme ça puis de s'appuyer sur la recherche documentaire le plus systématisée possible. Donc, on va sélectionner des textes, on va utiliser des canevas, on va utiliser l'évaluation de la qualité méthodologique des études, peut utiliser des fiches descriptives, on peut utiliser des logiciels d'analyse qualitative. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que si vous lisez les textes puis vous codez directement avec NVivo ou QDA, Miner, et ainsi de suite, bien, vous allez pouvoir faire des extractions pour avoir, je ne sais pas, moi, si je trouve des définitions du comodal, bien, toutes les fois que j'en trouve une, je le code. Fait qu'à la fin que j'ai lu tous mes textes, j'extrais ça et voici toutes les définitions qu'on peut trouver. Voyez-vous, on peut travailler de cette façon-là. Et là, on peut chercher différentes choses, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher c'est quoi les objets de la recherche, les composantes, les types d'études, la durée de l'étude, les échantillons. Fait que c'est ça, tous des éléments qu'on va trouver dans nos textes, qu'on va pouvoir peut-être mettre dans des tableaux comme ça. Là, je vous épargne les détails, mais vous voyez, on peut tout mettre ça dans des tableaux. On peut essayer de voir une description de ce qu'on trouve dans la littérature, mais on peut aussi aller chercher des morceaux plus spécifiques pour tenter de répondre. Fait que voyez-vous, tout ça s'appuie sur la recherche documentaire le plus systématique possible. Ensuite de ça, ce qu'on fait avec les résultats, puis comment on les interprète, comment on les utilise, comment on les traite, là, cette partie-là aussi doit être ouverte, puis elle doit être critiquable. Mais il faut que ça soit clair aussi. Puis parce qu'on ne fait pas des revues systématiques de la littérature, on ne peut pas tout traiter ça. Là. On n'a pas les moyens de le faire. Mais au moins, on peut avoir la première brique, je pourrais dire. Et là, encore là, si vous avez tous les documents nécessaires, mais là, vous pouvez travailler avec des niveaux de preuve individuels ou collectifs. Vous pouvez travailler avec l'ensemble de la preuve. S'il y en a qui ont une approche beaucoup plus, voyons, pas objective, là, mais
j'ai oublié le terme, mais vous avez peut-être déjà vu le graphique de Ponzi, là, qui est le niveau de preuve. Il y a Foots et Ellis là, qui parlent de ça, c'est-à-dire que les études sont au niveau de preuve numéro 1, numéro 2, avec les essais expérimentaux au niveau de méta-analyse. Bon, on peut travailler de cette façon-là, ou on peut travailler aussi avec, exemple, Daly et Hall, là, qui parlent d'une façon de traiter les données qualitatives. Donc, on peut appliquer ça, mais on est toujours parti du même substrat, là. C'est-à-dire qu'on est travaillé avec un processus de recherche documentaire de qualité avec lequel on va traiter par la suite en déclarant voici ce que je vais faire avec. Voilà. Puis ensuite de ça, moi, ce que je propose, puis c'est là peut-être le bout intéressant, c'est de faire un rapport de processus de recension. Donc, en dehors du rapport avec les données, en dehors de la publication qu'on voudrait faire, en dehors de la thèse ou peu importe, parce qu'on peut faire souvent plusieurs publications, moi, ce que je préconise, c'est de dire on doit déclarer notre processus de recension. Donc, quelles sont les questions de recherche que j'ai utilisées? Quelles sont les bases de données que j'ai utilisées? Quels sont les termes que j'ai utilisés et pourquoi? Quels sont les termes que j'ai utilisés selon les différentes bases de données? C'est quoi les requêtes que j'ai faites? Si j'ai ajouté des cherry pick, c'est donc des références supplémentaires parce que j'ai jugé pertinentes. C'est quoi mon schéma Prisma? Et fournir la liste des documents retenus pour analyse. Donc, on fournit toutes les références. Qu'est-ce que ça a l'air? Un exemple de rapport. Je vous ramène ça à l'écran. Voyez-vous? Moi, je travaille de cette façon-là, c'est-à-dire que processus de recension systématique sur le plagiat et la tricherie en enseignement à distance que j'ai fait Excuse-moi, avec des collègues. Serge, on ne voit pas ton Ah, nouveau excuse-moi, document. oui, c'est vrai. Je vais juste arrêter mon partage. Je vais choisir mon écran. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est un document que je rends disponible à toute la communauté, c'est-à-dire que processus de recension systématique sur le plagiat et la tricherie avec mes collègues qui le fait. Et là, on commence. Voici les questions qu'on avait besoin, qu'on voulait travailler. Quelles sont les bases de données qu'on a utilisées? Et là, on explique tout notre processus, toute l'analyse des termes qu'on a faite, puis lesquels on a choisis. Là, je vais vite, là, mais vous comprenez. C'est quoi les requêtes? Fait que voyez-vous, on est dans les quatre bases de données, les requêtes qu'on a utilisées, ça nous donnait au départ 1517 références. Quand on a appliqué nos critères d'inclusion, on en avait 727. Et là, on a, au final, après avoir fait lecture approfondie, le fruit de notre recension s'appuie sur un groupe de 66 textes. Et là, c'est là qu'on dit aussi qu'est-ce qui peut être fait. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que cette base de données, cette requête-là, pas cette requête-là, mais ce processus-là couvrait les années, je vais revenir, je vais pas oublier, 2010 à 2021. Bien là, on est rendu en 2024. Fait que quelqu'un pourrait faire exactement le même processus, prendre les mêmes requêtes, puis actualiser est-ce qu'il y a du nouveau depuis 2021 jusqu'à 2024. Il pourrait aussi dire ben, je voudrais faire la même travail, mais là, j'utiliserais d'autres bases de données, voir si on trouve d'autres résultats qui viennent contredire ou compléter. On pourrait aussi aller chercher, là, ce cas-ci, on n'avait pas fait, mais on n'a pas été chercher de cherry pick, mais on pourrait aller chercher d'autres choses sur Scopus, Ingenta ou Google Scholar pour voir s'il y a d'autres éléments qui sont crédibles qu'il faudrait rentrer dans notre réflexion, dans nos résultats. On pourrait aussi, bon, là, il y avait le COVID, on aurait pu supprimer le contexte COVID ou pas, et on aurait pu aller chercher dans la littérature grise. Voyez-vous, là, c'est là qui est intéressant, c'est de dire ça, c'est disponible. Si quelqu'un veut, je veux dire, pas attaquer, je dirais pas le bon terme, mais critiquer ce qu'on a fait, mais il voit ce qu'on a fait. Puis on peut être d'accord, pas d'accord, puis on peut en discuter. Si quelqu'un veut aller plus loin, il peut aussi reprendre le même chemin. S'il veut élargir la recherche documentaire, il peut le faire aussi. Puis pour revenir compléter ou contredire ou augmenter le fruit de notre travail. C'est bien correct. Ça, c'est vraiment. Pour moi, ça, c'est comme un plus, là. Je vais revenir à mon texte. Euh, Excusez, il faut que je repartage. Voilà. Fait que l'idée, c'est que ce rapport de recension-là doit être aussi disponible. Et comment on le rend disponible? Bien là, c'est intéressant. Il y a plusieurs places qu'on peut le faire. C'est-à-dire moi, je travaille avec Borealis ou Dataverse.
qui sont des endroits où on peut publier des documents. On pourrait le mettre dans ResearchGate, à n'importe quel endroit comme chercheur où est-ce qu'on peut déposer un document. Et tout ça, c'est transparent. Fait que ça amène une transparence dans le processus de recherche documentaire. Ça favorise la reproductibilité. Donc, un étudiant peut le faire, un autre chercheur peut le faire, le refaire, et on peut avancer comme ça. Les améliorations possibles, je l'ai dit, rajouter des bases de données, faire des requêtes avec des termes qu'on aurait choisi de ne pas utiliser, voir s'il y a d'autres choses là-dedans, l'actualiser. On peut réaliser différents types de revues aussi. Puis on peut aussi combiner des nouveaux blocs de termes parce que vous vous souvenez de la notion de bloc? Bien là, on a des blocs de termes qu'on a utilisés. Mais je veux dire, si dans cette recension-là, on a fait la recherche pour trouver c'était quoi les meilleurs termes pour utiliser pour chercher en enseignement supérieur, bien, ça ne sert à rien que si vous voulez faire une recherche en enseignement supérieur, de refaire cette analyse des termes-là. Là. Nous, on le fait. Là. Fait que vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on a fait. Nous, on l'a fait en 2022. J'ai des gros doutes qu'en 2024, les termes payants à utiliser pour désigner enseignement supérieur ont changé. Là. Fait que vous comprenez, on peut s'appuyer sur les rapports des blocs de termes qui ont déjà été utilisés par d'autres. Puis si nécessaire, on les actualise. Puis pour moi, ça apparaît dans une logique de science ouverte, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est déclaré, c'est pas caché, c'est pas secret. Puis si vous voulez le refaire, vous voulez le critiquer, c'est possible de le faire. On accepte ça. Ah, voilà. Je regarde le temps, c'est pas mal, on est pas mal là. Pourquoi évidence? Pourquoi c'est un désastre? Mais on pourra s'en reparler. Euh, il y a des raisons. Le coévidence, là, en tout cas, je n'entrerai pas dans les détails. Il existe un flou sur la définition de données probantes. Effectivement, il y a un flou. Le monde y mélange de différentes façons, mais c'est parce qu'on ne prend pas le temps de définir ce que c'est qu'une donnée probante. Même dans le domaine de la santé. Mais dans le domaine de la santé, ça fait 30 ans qu'ils ont fait ce débat-là a eu lieu, puis maintenant, c'est pas mal clair pour tout le monde ce qu'il y en est. Mais nous, c'est nouveau, là. Fait que c'est normal qu'on ne se comprenne pas nécessairement puis qu'on interprète ça différemment, mais je pense qu'il faut juste s'asseoir, s'en parler, dire comment on comprend ça, puis comprendre que quelqu'un d'autre peut le comprendre différemment, puis comment on peut composer avec ça à partir de là. Dans votre travail, vous avez mis des différentes mots-clés dans la requête de chaque base de données. Pouvez-vous en expliquer? Oui, c'est parce qu'il y a des termes qui sont utilisés dans des bases de données qui ne sont moins utilisés dans d'autres, puis qui sont remplacés par d'autres, notamment dans les thésaurus, notamment dans les mots-clés qu'eux, ils vont, au-delà des mots-clés dans les articles, quand un article est déposé dans une base de données, la base de données donne des mots-clés aussi qui vont venir influencer. L'exemple que je donnais tantôt, c'est African Studies. Je ne me souviens pas quelle base de données, mais tous les articles qui sont en lien avec des travaux ayant lieu en Afrique, ils ont le mot-clé African Studies. Fait que si tu ne mets pas ce mot-clé-là dans tes requêtes, ça ne sort pas les textes. Ils ne sortent pas. Et là, c'est pour ça que ce n'est pas les mêmes mots dans chacune des bases de données. Il faut faire l'analyse dans chacune des bases de données, tester puis choisir. Habituellement, c'est pas mal semblable, mais des fois, il y a des petites différences. Où détaillez-vous les critères de l'accord interjuge? Cela pourrait varier d'une équipe à l'autre. Effectivement, il faut les détailler dans le rapport de processus de recension. C'est là qu'il faut les mettre. Quel logiciel utilisez-vous pour réduire le nombre d'articles? Je le fais avec Zotero. J'exporte tout dans Zotero, morceau par morceau. Ensuite de ça, j'intègre, j'élimine les doublons, puis ensuite de ça, on fait le traitement de l'interjuge directement dans Zotero, puis on glisser-déposer ou copier-coller les différentes, et on arrive à avoir nos chiffres comme ça. Puis ensuite de ça, bon, on va télécharger chacun des documents pour la lecture approfondie. Bon, évidemment, si on en avait 1000 au début, il en reste peut-être 200, mais il y a un assistant ou un étudiant ou moi-même que je vais aller en télécharger à la bibliothèque, on va les mettre dans un répertoire, on va les lire, puis après ça, on va les traiter, puis on va faire le traitement qui vient avec. Pour revenir sur la revue systématique de la littérature en éducation, comment peut-on faire alors que vous dites que ça prend des années et ça doit être fait par des organismes indépendants? Avez-vous des suggestions? Est-ce que ces organismes indépendants et non publics existent en éducation au Québec ou ailleurs? C'est une très bonne question. EPI, c'est une organisation, ils en font déjà, mais je n'ai pas été creusé dernièrement qu'est-ce qu'ils ont fait en éducation, mais ça pourrait être entre autres un beau mandat qui pourrait être fait par un INE ou un INES, là, je ne sais plus comment on l'appelle, là, mais s'il y a éventuellement un institut d'excellence en éducation, ça pourrait être quelque chose qu'ils pourraient faire, qui pourrait nous aider collectivement. Mais bon, c'est une suggestion que je lance en l'air comme ça.
Mais sinon, si tout le monde se met à travailler de façon ouverte et cherche à systématiser comme je l'ai présenté, ce serait une façon avec laquelle on peut travailler. Autrement dit, avec la notion de bloc que je vous disais tout à l'heure, si quelqu'un veut faire un travail sur le comodal en enseignement supérieur, mais il peut aller voir le rapport de processus de recension qu'on a fait, dire OK, est-ce que ça convient pour aller faire une recherche, ce que je veux aller faire? Puis ensuite de ça, il prend les blocs, il fait les requêtes, il va chercher les textes, il fait le traitement du texte, puis après ça, il va répondre à ses questions. Peut-être qu'il ne gardera pas les mêmes textes que nous, ou il pourrait prendre à la limite la même liste de textes, puis de dire, moi, je vais prendre ceux-là, puis je vais aller fouiller là-dedans pour répondre à mes questions qui sont différentes de Serge Lajoie et autres. Si c'est de travailler sur, je ne sais pas moi, le comodal, pas le comodal, mais je ne sais pas moi. Tu sais, voyez-vous, on peut faire des blocs qui reviennent. À un moment donné, c'est tout le temps les mêmes blocs qui reviennent. Fait qu'on combine les morceaux de requête, on les met ensemble, puis on arrive à faire rapidement la recherche documentaire, puis on fait le traitement d'interjuge pour arriver à un corpus de texte à traiter. Puis on partage ça aussi après. Je dis, moi, je l'ai fait différemment. Voici ce que j'ai fait. Voici si vous voulez le réutiliser. Fait que prenez acte et travaillez avec ça. Voyez-vous, c'est une autre façon. Je pense qu'on peut y arriver comme ça. Est-ce qu'on doit envisager de faire une introduction et une conclusion pour la revue de littérature? Ben, absolument. Je veux dire, oui, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Quel type de données sont considérées comme des preuves probantes et quels sont les critères utilisés pour déterminer si une étude ou une recherche fournit des données probantes solides? Ben, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Chaque étude, si vous êtes dans une posture positiviste, les niveaux de preuve d'Ellis et Foots, et puis la pyramide que j'ai présentée de Ponzi tantôt va peut-être être ce que vous voulez utiliser, mais ce n'est pas parce que l'étude est une méta-analyse en haut. Théoriquement, elle devrait être plus probante selon Ellis et Foots, cette pyramide-là, sauf que ça arrive qu'il y ait des mauvaises études. C'est là qu'il y en a qui n'ont pas fait leur travail. La révision par les pairs n'a pas nécessairement été faite là, comme il faut. Fait que ça se peut qu'on se dise, celle-là, je le regarde, là, puis ça ne fait pas de sens de faire une méta-analyse avec 40 candidats. Je l'écarte pour cette raison-là. Fait que là, il faut juger chacun des morceaux comme ça. Pour un débutant qui désire rédiger son premier revue de littérature au niveau du premier cycle, quel conseil donneriez-vous? Au premier cycle, là, je ne ferai pas une revue de littérature pour un cours, là, pour des travaux dans un cours, là. Par contre, on peut voir ce qui existe déjà, chercher s'il existe déjà des études qui ont déjà le terme de revue de littérature, puis ça va vous aider pas mal à répondre à ce que vous voulez faire. Euh, voilà. Bon, en conclusion, est-ce qu'on va arriver un jour à faire des revues systématiques de la littérature en éducation? Là, vous vous souvenez, le Gold Proof, là? Je ne sais pas. Par contre, on peut tendre vers ça. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, peut-être que c'est un mandat qui pourrait être donné à l'INE éventuellement, d'avoir des équipes qui travaillent sur des questions fondamentales, puis qui vont faire ce genre de revue de littérature, comme ça existe en santé, c'est-à-dire que l'Institut national, je ne me souviens plus, mais en santé, il y a des organisations, une organisation québécoise que c'est son mandat de faire ça. Je ne me souviens plus de son appellation, là, mais par exemple, quand il est arrivé la COVID, bon, quels sont les remèdes possibles? Puis là, ils ont lancé un paquet de recherches rapides pour essayer de voir c'était quoi les remèdes potentiels qui pouvaient être mis en place. Pouvons-nous systématiser nos recherches documentaires en éducation? Moi, je pense que oui, c'est ce que j'essaie de démontrer tout à l'heure, c'est-à-dire que si on documente nos recherches documentaires, puis on fait ça de façon très ouverte, on aide les autres à travailler, puis on dit voici les limites de ce que j'ai fait, puis moi, je suis prêt à aller plus loin comme chercheur, je suis prêt à traiter, reprendre le même lot de texte pour répondre à d'autres questions parce que je fais confiance à ce qui a été fait avant. Mais là, on va commencer à systématiser notre travail. Est-ce que nous devrions miser sur une approche ouverte et transparente pour le bien collectif? Oui, pour moi, c'est comme ça qu'on devrait travailler. C'est sûr que dans un article de revue, on n'a souvent pas le temps de tout expliquer. On présente souvent nos résultats, une méthodologie simplifiée, mais si on vient appuyer ça sur un rapport de recension systématique ou de systématisation de la recherche documentaire, là, on s'aide collectivement. Voilà. Là, je regarde là, mon Dieu, il reste 4 minutes. Wow! Je Oh, me demandais si j'avais. il nous resterait une minute, OK, mais Serge. bon, mais je suis prêt à extendre, voyons, extendre. Dépasser si nécessaire. Fait que voilà. Ben, Merci, c'était fort intéressant. J'espère qu'on pourra aller vers des méthodologies qui ressemblent à ce que vous proposez et faire. Oui, parfait. Je l'ai dit, je ne suis pas un expert, sauf que je pense qu'on peut tendre vers ça, puis collectivement, on peut s'aider, se définir des choses, s'aider, s'appuyer, puis surtout se parler.
Puis on va sûrement en même temps parler, aborder la notion de données probantes. C'est essentiel qu'on se parle ce sujet, qu'on vérifie nos processus pour l'avancement des connaissances en éducation. Je vais aller consulter tout le processus et puis un grand merci. Bon, ça fait ça fait plaisir. Un autre merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à votre présentation PowerPoint? Oui, ben, je vais la partager au CRIFPE, mais elle va être aussi disponible sur ma page personnelle, là. Si ce n'est pas demain, ça va être après-demain, là, normalement. Ça va être automatisé. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, Monsieur Gérin-Lajoie, pour cette conférence fort intéressante qui, je pense, a captivé l'auditoire, vu le nombre de questions que nous avons eues. Alors, je vous Parfait. remercie beaucoup pour cette contribution aux activités scientifiques du CRIF-PEQ. Merci à tous et je vous souhaite une belle fin de journée. Ça fait plaisir.